Europe 1. Il est l'homme à abattre. C'est à peine croyable, mais Donald Trump a subi une deuxième tentative d'assassinat. L'ancien président américain, candidat à l'élection de novembre aux États-Unis, a à nouveau été la cible d'une attaque avec quelqu'un qui se trouvait sur son golf en Floride. On fait le point avec Corentin Brio, puis on va parler de la sécurité des présidents, à la fois des présidents américains, mais aussi des présidents français. Comme le souligne le shérif du comté de Palm Beach, c'est grâce aux agents du Secret Service que le pire a certainement été évité. Les agents du Secret Service qui étaient sur le terrain de golf ont fait un travail fantastique. Car depuis l'attaque contre Donald Trump le 13 juillet, la sécurité autour du candidat républicain a été largement renforcée. Cela s'est vu notamment avec une image marquante, celle du candidat républicain le 21 août, derrière des vitres par balles. Depuis la première tentative d'assassinat contre lui, Donald Trump ne monte qu'à bord de véhicules blindés et résistants aux bombes. Cela inclut un cortège de plusieurs véhicules, dont des unités médicales d'urgence prêtes à intervenir à tout moment. Lorsqu'il assiste à des réunions où se déplace, des restrictions temporaires de vol sont fréquemment mises en place. Enfin, la cybersécurité constitue un enjeu majeur dans sa protection. Les agents du FBI et le Secret Service surveillent constamment les menaces en ligne à son encontre. Voilà pour ce sujet de Corentin Brio. Gilles Furigo, vous nous avez rejoint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien commissaire de police, auteur d'un livre sur les coulisses des attentats qui ont marqué l'histoire. Il s'appelle Baraka, on va en parler. Mais là, est-ce qu'il y a une défaillance des services secrets américains et pourquoi est-ce qu'on en veut tant à Donald Trump ? Donald Trump, tout d'abord, est quelqu'un de très clivant. Donc, ce qui explique aussi pourquoi on essaie d'attenter à sa vie. En revanche, cette fois-ci, sur le secret de service, moi, je pense qu'ils ont quand même fonctionné, puisqu'ils n'ont pas interpellé l'individu, mais ils l'ont identifié. Et il y a un agent qui a tiré, d'ailleurs, sur cet individu, qui fait qu'ensuite, il s'est sauvé. Donc, il avait quand même un AK-47 à 500 mètres de l'ancien président américain. Oui, mais en fait, c'est toujours la difficulté. Ouais. Lorsque vous êtes sur un déplacement qui est un déplacement privé, c'est sûr qu'à partir de là, jusqu'où est-ce que vous devez étendre votre périmètre de sécurité ? Après, c'est une question de moyens humains et moyens matériels. Bien sûr, mais c'est un homme clivant, François Pupponi, mais on ne tire pas sur tous les hommes clivants de la Terre, parce que sinon, il y a quand même un rapport aux armes qui est quand même particulier. Quoi. Oui, bien sûr. Ils sont tous armés. Effectivement, c'est pas il y a des présidents qui ont été tués. Et effectivement, là, on voit bien, on verra comment exécuter l'enquête, mais il serait lié à l'Ukraine, on voit bien tout ce qui peut se passer derrière. Donc effectivement, c'est peut-être plus facile aux États-Unis qu'en France, enfin peut-être que le commissaire pourra le dire, mais aux États-Unis, il y a ce rapport aux armes qui est quand même très particulier. Oui. C'est-à-dire que nous, on en veut plus un rapport à l'arme blanche, excusez-moi. Oui, pardonnez-moi. Oui, mais je ne peux pas m'empêcher, parce que comme on dit très souvent les États-Unis, nous, on a aussi un rapport particulier avec l'arme blanche. Et heureusement qu'on n'a pas d'armes en libre service, parce que sinon on peut imaginer le bain de sang que ce serait en Europe. Non, ce qui est pas amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mais souvent on accuse Donald Trump d'être violent ou d'alimenter la violence. Pour l'instant, dans cette campagne, ça fait 2 fois que la violence s'exerce contre lui. Donc je pense qu'il y a de la violence des deux côtés et que là, il en est victime. Et ça révèle finalement une société. Il n'y a pas que Donald Trump qui est clivant. En réalité, la société américaine est extrêmement clivée. On a quasiment une situation de guerre civile larvée. Ça devrait nous interroger aussi sur ce qui se passe en France, avec des clivages politiques de plus en plus prégnants entre celui qui, dans le 9e arrondissement, vote Aymeric Caron et celui qui, dans la France périphérique, vote Jordan Bardella. C'est un peu deux mondes aussi qui se font face. Alors pour l'instant, il n'y a pas de violence, mais ça nous indique la polarisation très forte des sociétés occidentales. Est-ce qu'on est mieux protégé quand on a un président français, Monsieur Furigo ? C'est différent, mais je rappelle quand même que 3 personnalités françaises de premier plan ont été assassinées en l'espace de 40 ans. Donc Sadi Carnot, Paul Doumer et le roi de Yougoslavie. Donc vous voyez, quand on dit 4 présidents américains ont été assassinés, oui, mais on a eu 3 personnalités également. Donc la protection d'une personnalité est toujours compliquée parce que vous devez prendre en compte la personnalité également. Donc vous avez un certain nombre de choses à faire. Et je prends par exemple le cas des bains de foule. Le bain de foule, c'est vraiment l'angoisse de tous les services de sécurité. Ah oui, mais alors le président Macron, il adore ça. Mais tous les présidents adorent ça. Depuis Charles de Gaulle, tous les présidents adorent ça. Et il est absolument impensable d'interdire un bain de foule à une personnalité. Et de Gaulle disait, quand Roger Frey, qui était ministre de l'Intérieur, lui disait...
c'est un peu dangereux. Il dit, écoutez, monsieur le ministre, je fais mon boulot, faites le vôtre. Et puis il ajoutait, ça vaut mieux que de mourir au cabinet. Bien sûr. J'aimerais juste qu'on écoute le témoignage de Maxime Brunery. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui il était, un jeune militant qui avait tiré sur Jacques Chirac lors du 14 juillet 2002. Il s'était confié des années plus tard, en 2011, sur les motivations de ce geste, avec, vous allez voir, une vraie désinvolture, parce qu'il dit qu'il était mal dans sa peau et qu'il avait concentré toutes ses frustrations sur la figure de Jacques Chirac. Écoutez cette archive. Je m'en suis pris, en fait, plus exactement au président de la République, tout simplement parce que ce personnage, j'avais cristallisé sur ce personnage, sa fonction, là, une espèce de haine et de rage gratuite que j'avais contre le monde entier, tout simplement. C'était au début d'une grande dépression, une frustration personnelle qui perdurait depuis l'enfance. Vie de merde, c'était un échec sur tous les tableaux, que ce soit professionnel, sentimental, social, tout familial. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir tout gâché. J'ai raté ma vie, je voulais pas rater ma mort. C'était une espèce de revanche narcissique, cruelle, injuste aussi, envers tout le monde. Voilà pour ce témoignage à l'époque de Maxime Brunery. C'est sidérant ce qu'il dit, monsieur Furigo. Quelque chose sur Maxime Brunery, puisqu'il a tenté d'assassiner Jacques Chirac. À la mort du président Chirac, il a laissé un message en disant adieu, monsieur le président. Oui, c'est quelque chose d'assez incroyable. Non, mais sur les motivations de quelqu'un qui prend un fusil pour aller tirer sur le président, donc on en est à juste ma vie, j'allais pas bien dans ma vie, quoi. Oui, mais il n'y a rien de politique dans tout ça. L'attentat contre Reagan, c'est pareil, c'est quelqu'un qui voulait attirer l'attention de Jodie Foster. Donc ça, c'est quelque chose, quand vous faites partie d'un service de sécurité, c'est un paramètre que vous devez prendre en compte. Et ce paramètre-là est très complexe, parce qu'en fait, il n'y a pas de signe avant-coureur. C'est-à-dire que quelqu'un se lève le matin en disant, tiens, je vais tuer le président. Et il n'y a rien, donc il prend ce qu'il trouve, un fusil. Alors, il faut dire aussi que suite à cette tentative d'attentat, l'accès aux Champs-Élysées pour le 14 juillet a été quand même très réduit. Très sécurisé. Oui, très sécurisé. Mais il y a d'autres présidents, on pense que François Hollande a été enfariné, Emmanuel Macron a pris une gifle, si je me rappelle bien. Oui, ils sont tous extrêmement exposés, en fait. Mais bien sûr. Le président Sarkozy à Brax s'était fait attraper le col de veste. Oui. Mais de toute façon, vous savez, la sécurité rapprochée, c'est un peu le dernier rempart, c'est un peu le donjon. La bulle, on appelle ça la bulle du président. La bulle de sécurité, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, il y a toujours il y a un chaînon qui va lâcher. Bien sûr. Louis Dragnel. Non, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même une différence de cadre entre les États-Unis et la France, parce qu'aux États-Unis, le Secret Service a le droit d'imposer au président qu'il protège un certain nombre de mesures, alors qu'en France, je parle sous votre contrôle, aujourd'hui le GSPR ou les policiers du SDLP ou les gendarmes du GIGN avant n'ont pas un pouvoir de contrainte sur l'autorité qu'ils protègent. Et donc je pense que le cadre est différent. Et je me souviens aussi de cette phrase d'Emmanuel Macron qui avait dit « Si vous écoutez la sécurité, vous finissez comme Hollande ». Et il avait fait une corrélation entre le fait d'écouter la sécurité et donc d'être, en fait, ce qu'il voulait dire. Si vous écoutez les équipes de sécurité, ils vous empêchent d'aller voir les gens. Et donc, politiquement, vous n'êtes pas à proximité des Français et vous terminez donc dans l'incapacité de vous représenter. Et je pense que c'est un débat permanent qu'il doit y avoir à l'Élysée, particulièrement dans une période comme celle d'aujourd'hui. Mais ils ne sont pas un peu trompe-la-mort, en fait. Ils ne vont pas un peu au-delà de ce genre de choses. Oui, mais Laurence, c'est encore autre chose. Robert Bonny, François Hollande sur son scooter. Non, mais les gens, pour arriver à ce niveau-là de politique, il faut avoir ce degré, ce petit grain de folie. Écoutez, non, je ne crois pas. Mais quasiment toutes les personnalités. Monsieur Furigo, vous qui avez écrit Baraka, ce livre sur les coulisses des attentats qui ont marqué l'histoire. Oui, moi je rejoins François Pupponi, parce que sur le déplacement Hollande, avec son scooter, etc. Mais c'est un déplacement comme un autre. Et le président, là, on avait un journaliste qui avait un appareil photo, il aurait pu avoir un fusil à lunettes. Donc, vous voyez, il n'y a pas de déplacements qui ne sont pas à risque. On le voit avec Trump qui va jouer au golf et qui a failli se faire assassiner. Donc, il n'y a pas tous les déplacements sont des déplacements à risque. Alors, il y a une grande différence entre les fonctionnaires du secret de service et les Français. Les agents du secret de service fonctionnent avec un système de checklist. C'est-à-dire que tout doit être prévu. Ok.
Et tandis que nous, on le fait plus de manière un peu plus à la française. Plus à la française, c'est vrai. On s'adapte. Mais on s'adapte. Et c'est ça qui est important. Oui. Moi, j'ai un cas très particulier avec c'était le président Clinton qui était à Lyon pour le G7 de Lyon, donc dans les années 96. Et donc la sécurité de Raymond Barre me dit on va sortir, on va aller visiter le quartier Saint-Paul. Je m'adresse tout de suite au responsable du secret de service. Il me dit non, c'est pas prévu, je l'ai pas. Tout. En fait, quand Raymond Barre a pris le président, il l'a amené au quartier Saint-Paul, et les Américains, là, franchement, étaient les bras ballants. Ils ne savaient plus quoi faire. Moi, j'ai mon précurseur, j'ai mon dispositif qui est sur place, on y va. Vous voyez, donc, mais pour eux, c'était pas marqué, ça faisait pas partie du schéma, et ils n'arrivaient pas à anticiper et à s'adapter. Mais ça veut dire quand même, François Pupponi. Ce qui est très compliqué pour les services aussi de sécurité, c'est que pour avoir fréquenté pas mal de politiques du haut niveau, ils ont tous besoin à un moment ou envie de s'échapper un peu. Bien sûr. Voilà. Et donc de jouer, enfin de ne pas dire où ils vont. Oui. Bien sûr. Mais pour les services de sécurité, c'est insupportable parce qu'à un moment, ils découvrent qu'il est sorti, il faut le rattraper, il faut savoir où il est. Emmanuel Macron avait une sécurité différente le week-end et la semaine. Ce qui s'est passé avec Alexandre Benalla avait révélé. Bien sûr. Gilles Furigo, sur la une de votre livre, il y a, je le dis pour nos auditeurs, la façon sanglantée de Trump après sa première tentative d'assassinat. Là, il ne peut plus faire un pas de côté. Et là, je veux dire, sa vie est en danger maintenant. Absolument tout le temps pour lui. Oui, mais ça ne l'empêchera pas. Il a sa personnalité, ça ne l'empêchera pas certainement à certains moments de refuser une sécurité. Moi, il y a quelque chose de symptomatique au moment où on lui tire dessus. Donc les agents du secret de service le mettent par terre. Il se met tout seul d'ailleurs par terre. Oui. Après, il se relève. Et les agents, on voit, ils commencent à le pousser vers le véhicule d'évacuation. Et Trump reste sur place quand il crie fight, fight, fight. Pour l'image, quoi. Oui, mais quand on se fait tirer dessus, il faut quand même avoir le courage. de se relever et de dire tiens, moi je. Chapeau, hein. Oui. Il peut y avoir le surattentat. Il peut y avoir le il aurait pu y avoir un deuxième tireur embusqué. On sent que le secret de service, à ce moment-là, il n'arrive pas à le. À le canaliser. Oui, à l'empêcher. Je peux poser une question. Non, malheureusement, on a terminé, François Pupponi. On aurait adoré, parce que c'est passionnant de vous écouter, Gilles Furigo. Baraka, l'attentat politique face aux caprices du destin. Il y a l'histoire de Lincoln, Kennedy, évidemment, l'attentat qui a glacé le monde entier. Jean-Paul II, Trump, les coulisses des attentats qui ont marqué l'histoire aux éditions Mareuil.